des solutions immersives permettent, parce qu'elles sont conçues dès l'amont en intégrant la sécurité, de permettre aux opérateurs de prendre moins de risques. Quand on met en place une innovation, il faut être capable de la comprendre, être capable de l'expliquer à la fois à la direction, à la fois au personnel terrain. Bonjour à tous, je m'appelle Igor Cannon, je suis le fondateur d'une IA qui détecte les risques sur chantier et donc je travaille aujourd'hui pour 442. Auparavant j'étais préventeur, responsable prévention dans des grandes entreprises de BTP, à savoir Colas et Vinci pour ne pas les nommer. Aujourd'hui je suis toujours préventeur mais en utilisant l'intelligence artificielle au sein d'une start-up qui s'appelle 442. On a co-construit cette capsule, donc au départ avec Mathieu et Nizar, qui sont d'autres start-upers incubés à l'EasyTC, qu'on a appelé dans un premier temps Prévention 4.0. Et puis derrière cette idée de Prévention 4.0, on s'est demandé ce qu'on allait mettre comme thématique. Et puis on a réfléchi, puis on s'est dit, voilà, nous on veut insister sur la résilience, c'est le thème fil rouge aujourd'hui. On veut insister sur la prévention, bien sûr, la prévention des risques, et on veut insister sur l'innovation d'une manière générale et plus particulièrement dans le secteur de la prévention. Et donc pour cette capsule, on a invité deux personnes, Stéphanie Bijon, bienvenue, et Romain Erard. Stéphanie Bijon, bienvenue, est aujourd'hui directrice associée à chez Impulse Partner, qui est... alors peut-être que le mot incubateur est pas tout à fait exact, et je te laisserai corriger, Stéphanie, tu m'en excuseras, mais qui recense en fait toutes les solutions aujourd'hui d'innovation dans le secteur du BTP, et avec un volet santé, la prévention, donc vraiment très orienté sur la prévention. Et Stéphanie, qui a longtemps aussi travaillé pour l'OPP BTP, va nous permettre d'avoir aussi une vision, on va dire, globale de ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur en termes de prévention, en termes d'innovation, avec des tendances qu'on va pouvoir explorer. J'ai souhaité aussi inviter Romain Erard, on a souhaité, inviter aussi Romain Erard. Romain Erard est responsable QSE. Auparavant, il travaillait chez Eiffage Route. Aujourd'hui, il travaille dans une plus petite structure qui s'appelle Coretel. Et ce qui va être intéressant avec Romain, c'est d'avoir une vision de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et peut-être de se dire que finalement, l'approche, elle n'est pas toujours la même, qu'on soit dans un grand groupe ou dans une plus petite structure. On va démarrer tout de suite, je pense, avec la première question. Le premier thème qu'on a choisi d'explorer, c'est la résilience. La résilience dans le BTP en général, et nous, on a voulu l'orienter résilience peut-être plus orienté ressources humaines, et on s'est dit, est-ce que la prévention, c'est-à-dire un niveau de maturité élevé en prévention dans une entreprise de BTP, c'est pas une preuve de résilience aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Et on s'est posé plein de questions en préparant cet événement, avec des exemples concrets que vont pouvoir nous donner Stéphanie puis Romain, avec une vision plus globale avec Stéphanie, et puis une vision plus avec des cas réels avec Romain. Voilà, Stéphanie, je te laisse démarrer. Merci beaucoup. Merci, merci pour l'invitation et la pragmatopie. Deux mots très intéressants à joindre dans notre secteur. Donc effectivement, sur la socio-résilience, quand vous trois, vous nous avez sollicité pour résilience, je dis mais finalement, c'est quoi la définition de résilience et comment on va faire le lien avec les individus et la santé et la prévention sur les chantiers. Donc, j'ai regardé ce qu'on me donnait comme définition. Capacité d'un système, d'une organisation ou d'un individu à résister à des perturbations, s'adapter face au changement et rebondir. J'aime bien. Puis, deuxième niveau, au niveau RH, puisque on parle d'être humain, c'est l'intégration du facteur humain dans la transformation en tenant compte du bien-être, de la prévention et de l'attractivité. On y est bien, là, dans la prévention sur les chantiers. Alors, c'est vrai que sur le retour que je peux faire à la fois de mon expérience à l'OPP-BTP ou dans des industries précédemment ou en poste d'observation chez Impulse, au travers des startups qu'on accompagne ou des grands groupes qu'on accompagne dans leur démarche de prévention, c'est que déjà, on n'aime pas trop distinguer prévention de performance, parce que finalement, la meilleure des préventions, c'est quand elle est intégrée au cœur des métiers. Mais ce qui est sûr, c'est que les leviers qu'on a pour faire progresser la prévention sont un peu de trois ordres. Certains préventeurs connaissent bien ça, le O, le T, le H, donc toutes les actions, les dimensions organisationnelles, puis
toute la dimension technique, puis toute la dimension humaine. Et sans activer ces 3 leviers, on a du mal à faire progresser la prévention sur les chantiers. On y reviendra, la maturité en O, en T et en H est différente selon si on est un grand groupe ou une petite structure. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du comportement, puisqu'on parle bien l'un des 3 piliers, c'est le comportement, on arrive un peu à une limite. Et en tout cas, les entreprises le disent, elles ont du mal à passer un cap de progrès en prévention dès que ça touche l'être humain et l'évolution des comportements. Et ce qu'on voulait dire un peu en introduction, c'est que les comportements, il faut les faire changer, c'est pas évident, mais en plus, les mentalités évoluent. Le rapport au travail, notamment des jeunes générations qui arrivent sur nos chantiers, ils sont plus les mêmes. Ils demandent plus de flexibilité au travail, ils demandent des environnements de travail sûrs. Alors, on peut dire que c'est une opportunité pour la prévention. Néanmoins, ça nécessite de réfléchir autrement à comment organiser les chantiers. L'autre enjeu, c'est la difficulté de recrutement auquel fait face le BTP, qui fait qu'on va retrouver des profils qui sont peut-être un petit peu moins formés, des gens qui sont en reconversion. Il faut trouver des moyens innovants pour les former plus vite, pour les former autrement. Et puis ces jeunes générations, elles aiment le digital, elles aiment la gamification et ça oblige à se réinventer dans les méthodes. Et enfin, dans les études qu'on voit, puisqu'on mène pas mal d'études prospectives aussi chez Epulse, la notion de progresser en prévention, il faut revoir un peu la notion de considération. Il faut que l'opérateur, celui qui est le plus bas de l'échelle, le plus sur le terrain, il faut qu'il se sente considéré pour faire attention à lui, pour faire attention à l'autre. Et là, on est encore sur la notion d'être humain. On est aussi un peu dans les neurosciences. Je pense que Karine, ça fait quoi d'infos de gars. Voilà un peu pour mes premières impressions sur le sujet. Donc bonjour à tous, moi je vais vous donner peut-être une partie un peu plus terrain, avec ma jeune expérience, donc ça reste à relativiser sur certains points peut-être, ou vous me direz si vous êtes d'accord ou pas en fin de partie. Donc sur la partie résilience, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ça soit les groupes ou les petites entreprises, il y a quand même une culture sécurité qui semble plutôt bien ancrée. L'idée qu'on cherchait à développer derrière ça, c'est que, par exemple, très concrètement, il y a des structures à taille humaine, je ne vais pas dire petites parce que c'est une connotation péjorative, il y a des structures à taille humaine qui aujourd'hui, par exemple, dès l'entretien d'embauche, dans leur process RH, vont intégrer cette politique prévention, vont en parler, vont évaluer peut-être les dossiers de candidature sur la base d'un niveau de maturité qu'elle constate ou non chez le collaborateur qui postule, en se disant mais tiens, est-ce qu'il rentre finalement dans ce que nous on voit, de la vision qu'on a de la prévention dans notre entité ou pas, et je crois que c'est ce que tu voulais partager. Donc oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est lors de mon passage à Corotel, en fait, dès mon arrivée, je me suis rendu compte qu'au niveau de la prévention, le poste de QSE, il avait une place tout à fait stratégique en fait. Puisque dès le début, ce qu'on m'a dit, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils veulent intégrer le préventeur dans les entretiens d'embauche. Donc c'est vrai que je me suis dit, moi jusque-là, j'avais pas l'habitude de faire des entretiens d'embauche, mais c'est hyper intéressant. Et pourquoi on va intégrer le préventeur dans les entretiens d'embauche ? En fait, c'est lié à plusieurs points, parce qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, dans les entretiens, les jeunes, ils ont de plus en plus un regard nouveau sur la sécurité, et ils ont des questions de plus en plus pointilleuses sur le sujet. Donc aujourd'hui, moi, j'ai l'occasion de faire les différents entretiens, et je me rends compte qu'en effet, aujourd'hui, notre jeune génération, elle pose des questions très précises sur la qualité de vie au travail, sur des attentes qu'ils ont extrêmement précises. En fait, on ferait presque, vous savez, l'entretien qu'on fait à la rentrée d'un salarié, notre entretien sécurité, il est presque réalisé lors de cet entretien d'embauche, avec des questions de plus en plus pertinentes. Et on se rend compte qu'ils ont un besoin d'avoir un regard sur leur futur en fait, dans l'entreprise, leur future qualité de vie au travail. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Je rajoute juste un petit point, je pense que c'est lié aussi à... nous, on a été bercés depuis la jeunesse, on a eu la médiatisation de différents accidents de travail. J'ai eu l'occasion depuis petit de voir ça. La pandémie, forcément, qui a dû jouer sur le sujet. Et donc, on est de plus en plus intéressé par les questions de prévention et sécurité au travail. Voilà. Merci à toi, merci beaucoup. Je vais passer la main à Nizar, pour la deuxième question.
Bonjour à tous, donc Nizar Skirej. En fait, pour participer à cet échange-là, en fait, aujourd'hui, on entend parfois que la prévention plafonne en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les facteurs en fait qui font que ça plafonne et comment on peut faire pour lever ces facteurs-là de telle sorte à ce qu'on puisse continuer à améliorer la prévention, à multiplier, on va dire, les approches et à faire de telle sorte à ce que cette prévention-là soit de plus en plus efficiente et qu'on puisse continuer ce travail. Peut-être déjà rappeler qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès en prévention depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça va, dans notre secteur, ça va quand même mieux, ça s'arrange. Effectivement, notamment au sein des grandes entreprises, elles expriment le fait que les progrès en prévention plafonnent au sens où, malgré tout ce qu'elles mettent en place, notamment au niveau organisationnel et technique, elles n'arrivent pas à progresser, elles n'arrivent pas à réduire de façon drastique les accidents, voire les accidents graves, voire mortels. Et donc déjà, il faut distinguer ce qui se passe dans les grands groupes de ce qui se passe dans les PME. Donc, les grands groupes, comme on le dit, au niveau organisationnel et technique, elles ont mis vraiment en place, je pense, tout ce qu'elles pouvaient. Au niveau humain, ce qui achoppe, c'est là où elles ont un petit peu de mal, c'est tout ce qui concerne la culture prévention, le fait que la parole se libère, le fait que et au niveau du terrain et au niveau du management intermédiaire, qui est un échelon clé, chef de chantier notamment, comment faire que on aborde le sujet, ils abordent le sujet de façon beaucoup plus fluide, non pas seulement en faisant appliquer des consignes, parce que là, les consignes, elles sont très claires, il y a des belles campagnes, il y a des règles d'or, toutes les entreprises ont ça, notamment les grands groupes. Maintenant, en parler et faire en sorte que les incidents soient remontés, qu'on puisse bien analyser les causes, que les retours d'expérience puissent être partagés, que quand on partage un retour d'expérience sur un accident, ceux qui reçoivent cette information l'intègrent de sorte de ne pas reproduire à nouveau l'accident. C'est beaucoup plus compliqué, disent-ils. Stopper quand il y a une situation dangereuse, s'approprier des règles, être sûr qu'une formation, aussi sexy soit-elle, avec de la réalité virtuelle ou immersive, que le comportement derrière, il change vraiment. Là, c'est des limites qu'elles disent atteindre, sur lesquelles elles ont un petit peu du mal à progresser. Et peut-être un dernier point, tu pourras compléter. Sur des structures beaucoup plus petites, là, on a encore besoin de travailler sur la partie organisationnelle et technique, avant même la partie, en parallèle du comportement. Et tout ce qui concerne les équipements qui intègrent dans leur conception même des notions de sécurité, ça reste des outils précieux pour faire progresser, notamment les petites structures qui, malheureusement, passent un peu moins de temps à animer la prévention auprès des hommes. Et je rajouterais, donc moi j'ai eu l'occasion du coup de travailler dans un premier temps 3 ans dans une structure, donc Eiffage, qui avait atteint ses 80% en fait. Elle avait déjà atteint un niveau de maturité important au niveau de la sécurité. Donc là, pour Eiffage, on a cherché à grappiller ces petits points manquants par l'innovation. Donc moi j'ai notamment travaillé sur le sujet de l'innovation technologique dans une boîte de BTP. Et l'objectif c'était de travailler pour essayer donc forcément d'atteindre le 100% sécurité. À l'inverse, aujourd'hui, chez Coretel, donc je suis le tout premier QSE de l'entreprise, il y a déjà forcément une culture sécurité ancrée parce que la direction est vachement investie dans le domaine. En revanche, on est sur les 80%. Donc, on travaille sur les bases en fait, de la sécurité. Les bases, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en train d'établir un document unique qui semble correct et stable, les EPI adaptés, des formations sécurité qui sont essentielles, et tout ce qui semble des notions très basiques de la sécurité. Pour moi, on ne peut pas commencer l'innovation sans avoir atteint ces 80% de base, en fait. Et donc, on en est encore à ce travail-là. Une fois qu'on aura atteint ces 80%, on cherchera à grappiller les pourcentages suivants. Merci beaucoup. Donc, Mathieu Berceau, fondateur de Pilion, qui développe des systèmes de travail en hauteur ultra rapides et ultra sécurisés.
J'en viens à la question peut-être un peu provocante. Là, vous admettez qu'on plafonne un petit peu en termes de prévention. Est-ce que finalement, l'innovation, ce ne serait pas la clé ou une des clés pour débloquer drastiquement et faire remonter drastiquement le niveau de prévention sur les chantiers et de changer les comportements également dans l'entreprise? Je peux faire un premier retour de notre tour d'observation. Donc, à nouveau, chez Impulse Partners, on accompagne des grands groupes et on a créé un vivier de 1400 startups qui ont des solutions à apporter à ces grands groupes. On est un peu la passerelle entre les deux. Donc, on source, on qualifie et on présente aux corporates. Ces grands groupes, on les accompagne aussi dans leur capacité à innover, que ce soit avec des startups ou pas, sur différents enjeux, dont la santé et la prévention. Et donc, ce qu'on observe, c'est que déjà, on va être optimiste. Notre secteur, notre filière, le marché regorge de solutions innovantes. Après, la question, c'est est-ce que les acteurs savent s'en saisir? Mais déjà, il y en a plein. Je disais rapidement, on a 1400 startups, on a essayé on les a qualifiés, notamment, on en a analysé un peu plus de 300 qui sont un peu plus adaptées sur le marché français pour certaines. Qui ont comme bénéfice d'aider la vie du chantier et la vie des équipes sous un angle de qualité technique et environnementale, sous un angle de productivité et sous un angle de sécurité. Donc 320 startups analysées, donc déjà il y a 320 startups qui apportent ces bénéfices-là. Enfin, il y en a sans doute plus parce que ça évolue sans cesse. Parmi celles-ci, donc, nous chez Impulse, on a créé un lab accélérateur d'innovation dédié à la santé et la prévention dans le BTP depuis 2018, et donc on source en permanence des solutions innovantes. Il y en a plein qui sont là, et qui sont identifiés comme apportant de la valeur sur ces questions santé-prévention. Il y en a particulièrement un peu moins de 100 qui sont considérés comme très avancés pour aider les chantiers à progresser en prévention. Donc oui, il y a de l'innovation. Ce qui ressort dans alors je l'ai amené, on pourra en reparler après, on a créé un observatoire des tendances pour pouvoir mettre en valeur ces solutions. Et ce qui ressort dans l'analyse qu'on fait des startups et donc des solutions émergentes, c'est qu'il y a une offre qui se développe sur le sujet de la robotique. Donc là, ça avance très vite sur la robotique. Donc la robotique, elle permet d'assister les opérateurs, notamment, c'est un exemple au bénéfice de la prévention et de la qualité de travail. Une grosse accélération sans surprise autour des sujets de data, d'IA, pour notamment permettre de prédire les accidents, les incidents, les aléas. Un autre mouvement autour des outils digitaux un petit peu moins sophistiqués qu'avec de l'IA, mais qui facilitent la communication, des outils très simples mais qui se développent et qui aident à ce que la communication passe plus vite entre les corps de métier, dans le sein de la hiérarchie. On sait que c'est un élément important pour la prévention. Tout ce qui est des outils au service de la formation, donc la réalité virtuelle qui continue à faire son chemin, des solutions immersives, des solutions de gamification, on le disait, qui sont appréciées notamment des jeunes. Et puis enfin, des équipements, des équipements techniques, des équipements de chantier qui sont plutôt associés à des équipements de métier, mais qui permettent, parce qu'elles sont conçues dès l'amont en intégrant la sécurité, de permettre aux opérateurs de prendre moins de risques. Il s'agit d'échafaudage, il s'agit de véhicules. Voilà, donc il y a vraiment de l'innovation dans tous les domaines. Donc ça bouge et donc on est plutôt optimiste. Nous, hier, j'animais une séance sur la santé-prévention chez Vinci avec Suez, avec Nelis. Alors c'est des grands groupes, mais quelque part, il y avait 10 illustrations d'expérimentation, d'innovation très concrètes, très chantier. Donc il y a de l'espoir. Après, vous allez me dire, c'est des grands groupes. Les grands groupes, ils ouvrent quand même la voie. Les grands groupes, les PME sont les sous-traitants des grands groupes. Puis un grand groupe, c'est aussi une agence localement avec une petite équipe qui est sur un chantier et qui est aussi à taille humaine, quoi. Ouais, tout à fait. Et je reviendrai peut-être sur la partie déploiement du coup de l'innovation chez Eiffage. On a eu l'occasion donc de déployer plusieurs innovations. J'y reviendrai peut-être en détail après il nous reste un peu de temps. Notamment un QR code sécurité. On a travaillé en collaboration avec Nelia sur la partie intelligence artificielle et d'autres innovations. Et en fait, de notre expérience, on a identifié 4 grandes étapes à ne pas louper pour intégrer l'innovation. La première étape, en fait, c'est
quand on met en place une innovation, il faut être capable de la comprendre. Quand je dis comprendre, on n'est pas programmateur, hein. C'est comprendre très bêtement, être capable de l'expliquer à la fois à la direction, à la fois au personnel terrain, être capable de l'expliquer à tout le monde, en fait, notre innovation. La deuxième partie, une fois qu'on a compris notre innovation, il faut être en mesure de forcément la mettre en place, mais de surtout impliquer l'ensemble des salariés. L'ensemble des salariés, c'est à la fois le personnel terrain, donc l'impliquer par peut-être un gain de temps, un gain de productivité, un gain financier, impliquer la direction, ça peut être le même intérêt d'ailleurs, et nous impliquer nous en tant que QSE, quel intérêt j'ai à mettre en place cette innovation. Est-ce que je vais récolter des données, est-ce que je vais avoir des éléments supplémentaires, ou est-ce qu'au final ça va être une innovation qui sera mise de côté et non utilisée. La troisième étape qui est indispensable, c'est que l'innovation qu'on identifie, qu'on met en place, il faut absolument qu'elle soit mise en place sur le terrain, dans l'environnement de travail du personnel. Pourquoi ? Parce que l'environnement il est changeant. Si on réalise ou on travaille l'innovation dans notre bureau, on va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas du tout adaptée. Et si elle n'est pas adaptée, elle ne sera pas suivie. Et en la mettant sur le terrain et en l'adaptant donc à l'environnement du quotidien du personnel, on a la capacité aussi de la moduler, de la modifier et de les impliquer pleinement dans le domaine. Donc ça, c'est hyper important. Et la quatrième étape, tu me reprends Igor, mais la quatrième étape surtout, c'est de toute l'innovation, forcément, on en obtient des données, des résultats. Les résultats, il va falloir les exploiter d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui dit exploiter les résultats, c'est-à-dire avoir derrière des actions concrètes. Donc, par exemple, nous, avec FH, on a eu l'occasion de travailler avec Nelia. Donc, Nelia, que je me permets de présenter, qui est une intelligence artificielle qui détecte les risques sur les chantiers via une caméra. On a obtenu donc une quantité de données, et ces données, on s'est rendu compte qu'on avait par exemple un retard sur des domaines auxquels on s'y attendait pas forcément. Donc toutes ces données, à la fin, il y a eu un plan d'action et un suivi concret. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est sur ce plan d'action et sur ce final qui font que votre innovation, elle sera mise en place et elle sera réellement suivie par le personnel de terrain. Je veux juste réagir à ce que tu dis parce que en fait ça interroge souvent ce qui distingue une entreprise qui déploie vite une innovation d'une autre, et je viens de poser une question là-dessus, c'est que parfois l'innovation, le fait de se saisir d'une nouvelle solution et de la tester, qui la paye dans l'entreprise? Est-ce que c'est lié à un chantier, donc est-ce que c'est le bilan du chantier qui est grévé par l'intégration d'une nouvelle solution? Dans certains cas, c'est ça, et c'est ça qui freine beaucoup l'enthousiasme d'un chef de chantier, d'un directeur de projet, parce qu'il a sa marge à préserver. Donc dans ce cas-là, c'est compliqué. Dans d'autres, l'innovation peut être prise en charge, ou l'expérimentation par une entité support transverse. Voilà, ça facilite un peu. Parfois, il y a des fonds qui sont créés, là je pense plutôt des grandes entreprises. Et en tout cas, dans les PME, souvent on entend, moi il faut que j'investisse d'abord sur un nombre de licences, sur un équipement supplémentaire. Bien comprendre le ROI, c'est pas évident. Donc toi qui a été dans une grande et qui maintenant est dans une plus petite, comment tu vois cet aspect-là où c'est financé et comment l'expérimentation doit être financée? Donc pour l'entreprise FH, l'avantage c'est qu'on suivait le plan d'ambition numérique, qui est un grand plan justement sur le travail de l'innovation. Donc au niveau de la direction, on avait un vrai appui, et on avait une fonction support avec un financement sécurité. Donc pour la partie Nelia et pour toutes nos innovations sont passées sur la fonction support sécurité. Pour une entreprise comme Corotel aujourd'hui, c'est vrai que le travail, il va falloir que j'arrive à proposer une innovation qui coûte peu cher et qui ne peut pas être imputée sur un chantier, sinon il ne va pas y avoir de suivi. Et là, ça va être des innovations qui sont peut-être beaucoup plus légères. Je pense par exemple à un QR code sécurité qu'on a mis en place chez FH, qui est tout simplement un QR code qui permet d'avoir accès à l'ensemble des documents du salarié en le scannant sur son casque. Donc ça, c'est ce type d'innovation qui coûte rien à l'entreprise en fait, puisque tout simplement il faut une base de données et puis on scanne derrière. Donc là, je l'ai remis en place chez Corotel et ça marche extrêmement bien. Aujourd'hui, dans une petite boîte, dans une petite structure, il faut être en mesure peut-être de trouver des passerelles pour mettre en place une innovation. Et après, une fois qu'on a convaincu, je pense qu'on pourra en imputer plus facilement sur le chantier, dans mon exemple.
Un grand merci à nos 2 participants. On retiendra le message clé, donc innover dans les équipements, innover dans les comportements et en utilisant notamment des outils numériques. C'est une manière de transformer la culture d'entreprise, de rehausser drastiquement le niveau de prévention. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait d'adapter cela aux enjeux, aux contraintes de chaque acteur, chaque niveau de l'organisation. Un grand merci à tous les 2. Pour passer de la théorie à la pratique, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, on représente chacun un aspect de ces innovations en faveur de la prévention. Igor avec l'IA en faveur de la prévention, Nizar qui intègre prévention et BIM, et moi-même qui traite de travail en hauteur avec un équipement innovant. Un grand merci à tous.